Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour parler d'une histoire qui, moi personnellement, m'a passionné. Que j'ai découvert dans un livre, c'est l'histoire d'un bateau fantôme. Mais ce n'est pas un mythe ou une légende, aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire vraie d'un bateau nommé la Marie Céleste, qui sera donc un bateau fantôme. Commençons par le départ de cette histoire en 1861, quand un bateau du nom de Amazon va être construit. Il sera construit sur la forme d'un brick goélette en Nouvelle-Écosse au Canada. Son premier capitaine sera McClellan, mais ce bateau, avant même de prendre la mer, sera de mauvais augure. Petite info quand même à rajouter, de base, ce bateau peut comporter environ 200 tonneaux dans sa cale. Peu de temps après le chargement de la cale, le capitaine va malheureusement tomber gravement malade. Il va donc désigner un second capitaine car il ne pourra de toute évidence pas prendre la mer. Sauf qu'avant même que le bateau parte, le premier capitaine, qui n'aura même pas pu du coup prendre la mer avec ce bateau, va décéder. Alors, est-ce que son décès est lié ou non à ce bateau? Ça, je vous laisserai en décider en fin de vidéo. Mais en tout cas, pour le moment, ça reste quand même de très mauvais augure. Le capitaine Parker va donc être celui qui va diriger le premier voyage de l'Amazon, le but étant de traverser l'Atlantique. Mais là encore, pas de chance. L'Amazon va rentrer directement en collision et couler un brick. Mais malgré tout, le capitaine Parker va naviguer pendant 2 ans avec ce bateau. Du coup, un autre commandant arrive. Bon, là, pour le coup, j'ai pas son nom. Le fait est que le bateau va malheureusement, encore une fois, subir quelque chose de pas top. Bon, il se passe plusieurs années quand même entre tout ça, mais cette fois le bateau va s'échouer sur les côtes de l'île du Cap-Breton. Et il va être après du coup vendu comme épave, tellement il aura subi de dégâts. Bon, ça vient absolument pas du capitaine qui n'était pas mauvais. Le fait est qu'il y avait une tempête et que malheureusement l'Amazon s'est échouée sur les côtes. Bon, au-delà de ça, le bateau est vendu et donc c'est enfin le début réel de notre histoire. C'est-à-dire que ce bateau va être refait, augmentant même sa capacité de cargaison de 200 à pratiquement 300 voire 400 tonneaux, et surtout qui va être renommé comme étant la Marie Céleste. On peut clairement pas dire que ce bateau soit une affaire. Dans un domaine aussi superstitieux que celui des marins, on se rend vite compte qu'il pourrait potentiellement être maudit. Avec toutes les casseroles qu'il traîne, c'est quand même pas top comme histoire. Pourtant, il est acheté. Faut aller quand même le signifier, hein, c'était peut-être pas le meilleur des bateaux à acheter. Mais surtout que ça ne s'arrête pas là. La personne qui va racheter ce bateau comme épave et le restaurer, monsieur Richard Hayne, va avoir plusieurs dettes. Et ce bateau va donc être racheté par ses créanciers, notamment monsieur James Winchester. Il est racheté par plusieurs personnes, notamment le nouveau capitaine, le capitaine Briggs, qui lui est clairement celui qui va rendre le bateau célèbre par sa légende, et surtout peut-être un peu plus maudit. Clairement, ce nouveau capitaine, c'est un marin respecté et aguerri. Il a pas mal d'expérience et au moment précis où il rachète le bateau avec monsieur Winchester, il est à la retraite, ce qui veut donc dire qu'il a déjà roulé sa bosse. Mais il accepte de devenir capitaine et commandant donc de ce bateau à condition de pouvoir naviguer avec sa femme et sa fille. Il va donc constituer son équipage et accepter de prendre le commandement. Après avoir choisi scrupuleusement ses hommes, ayant constitué d'après lui le meilleur équipage possible, il part le 5 novembre 1872 en laissant derrière lui son fils sous la tutelle de sa belle-mère. Mais il y a une information qui est plus importante que la date de départ. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le capitaine Briggs est donc respecté. Il a de l'expérience qui lui apporte donc un carnet d'adresses. Ça, c'est un détail important. Pourquoi? Parce que dans le même port que lui, il y a un autre marin, un autre capitaine qui va faire exactement le même trajet, le capitaine Morehouse. Et des ragots expliquent qu'ils auraient dîné ensemble quelques jours avant que le capitaine Briggs prenne la mer, non loin du port, en se faisant la promesse de se rejoindre au niveau du détroit de Gibraltar, qui est donc normalement leur arrivée. Admettons, pourquoi pas, c'est plutôt sympathique, ils partent à quelques jours d'écart, et du coup, bien entendu, il y a quelque chose qui se met en place dans la tête du capitaine Briggs qui est quand même assez important. Il est en retraite, il reprend la mer, il peut se dire, voilà, j'ai un ami qui est pas loin de moi, auquel cas il se passe quoi que ce soit, eh bien, on pourrait avoir de l'aide, hein. L'idée, c'est aussi un peu ça, c'est du style, garde quand même un œil sur nous, on sait jamais ce qui peut arriver. Le capitaine Morehouse, bien sûr, il accepte ça. Il est plutôt d'accord pour être un petit peu comme le canot de sauvetage de la Marie Céleste. Mais ça, c'était sans imaginer ce qui allait réellement se passer. Le 4 décembre 1872, le capitaine Morehouse observe avec ses hommes au loin un navire. Mais un navire qui a un comportement très étrange. Pourquoi? Eh bien déjà, pour commencer, les voiles de sortie ne sont pas les bonnes au vu des conditions météorologiques. Et de plus, il a une trajectoire quand même très anarchique. À ce moment-là, il se passe quelque chose d'assez simple dans la tête des marins. On va essayer de lancer quelques signaux vers ce bateau, histoire de voir ce qui peut se passer. Mais tous leurs signaux restent absolument sans réponse. Bon, le capitaine Morehouse, il a une conscience, il se dit ok, on va aller voir ce qui se passe, on va essayer d'accoster ce bateau pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer, ou alors qui peut encore y avoir à bord. Mais plus il se rapproche, plus le capitaine Morehouse est certain de quelque chose. Ce bateau, ce n'est pas n'importe quel bateau.
C'est le navire, le Marie Céleste. Il n'y a plus aucun doute, il l'a vu quelques jours avant au port, il est persuadé que c'est ce bateau-là, c'est le bateau de son ami, le capitaine Briggs. À partir de ce moment, c'est sûr, il faut monter à bord. Une fois qu'ils sont à bord, ils ressentent quelque chose de très étrange. Les premières constatations sont simples, les hommes décrivent que tous les objets personnels sont à leur place. Rien n'a été enlevé, rien n'a eu l'air d'être pris dans la précipitation, en tout cas, absolument aucun signe d'un départ rapide. Mais sauf que ça coïncide pas avec le fait qu'il n'y ait absolument personne sur le bateau. Mais c'est pas tout ce qu'ils découvrent. Ils découvrent aussi que la cale, notamment, a certes une cargaison qui est pratiquement pas touchée. Honnêtement, c'est pratiquement intact, sauf un tonneau peut-être qui aurait pu être touché par quelque chose, on ne sait pas vraiment quoi, mais qui aurait été détérioré. Mais surtout, elle est pratiquement remplie d'eau de moitié, la cale. Ça déjà, c'est quelque chose qui les inquiète. Mais quelque chose les rassure énormément quand même. C'est que le compas de navigation, lui, il est intact. Ça veut donc dire que, a priori, pour les marins qui sont montés à bord, il n'y avait aucune urgence à quitter le navire de cette manière-là. Ils ne comprennent donc pas pourquoi est-ce qu'il a été abandonné. Alors je fais quand même une petite parenthèse dans mon récit. Quelque chose qui est très important de savoir, c'est ce que Briggs pouvait transporter, et comprendre ce qu'il avait dans ses cales. Il avait dans ses cales une sorte d'alcool, qui était très important et qui avait une grande valeur. Non pas simplement par le goût de l'alcool, parce qu'honnêtement c'était de la piquette, mais surtout parce qu'il était voué à, du coup, couper d'autres alcools une fois arrivé. Donc c'était quand même une cargaison importante, il y avait pratiquement 400 tonneaux de cet alcool-là, par conséquent il pouvait pas la perdre. C'était assez bizarre pour lui de l'abandonner, surtout si le bateau était en tout état de fonctionnement. Morehouse, lui, ce qu'il voit, c'est qu'on a un bateau rempli par sa cargaison, en bon état de fonctionnement, a priori, à part quelques petits dégâts. Je dis donc, bon bah simplement, je vais diviser mon équipage en deux, en mettre sur mon bateau à moi, et du coup sur la Marie Céleste, de manière à le ramener à bon port. Il faut quand même comprendre quelque chose. À cette époque, quand on ramène un navire abandonné en pleine mer, sans son équipage, et qu'on l'emmène à bon port, eh bien on récupère une grande partie de la valeur du bateau et de sa cargaison, une fois le jugement fait. Parce que dans ces cas-là, effectivement, il y a un jugement qui est fait, pour savoir ce qui a pu se passer à bord du bateau tout de même. Cette navigation, elle est très dure, forcément. On est à deux équipages réduits, avec en plus de ça un bateau qui, visiblement, a quand même quelques dégâts à force d'avoir vogué avec des voiles qui n'étaient pas faites pour. Elles sont un petit peu malmenées par le vent. Enfin bref, c'est une tanasse à ramener à bon port. Mais ils y arrivent. Et à partir de ce moment-là, on va peut-être enfin avoir des réponses à nos questions. Du style, où est-ce qu'ils sont partis ? Pourquoi est-ce qu'ils sont partis? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que tout s'est fait sans aucune précipitation? Et bien d'après l'enquêteur qui s'occupe de cette histoire, le capitaine Briggs, ayant trop bu, serait rentré dans une sorte de rage vengeresse et aurait tué absolument tout l'équipage à l'aide de son sabre. Pour cette hypothèse, il se base simplement sur le sabre du capitaine retrouvé, sur lequel il y aurait effectivement des traces de sang. Bon, ça c'était sans que l'expert passe par là, parce qu'une fois que l'expert passe par là, il invalide complètement cette théorie, en expliquant simplement que ce qu'il pense être du sang, c'est de la rouille. Là pour le coup, ça tombe à l'eau, sans aucun mauvais jeu de mots. Si, c'était quand même un jeu de mots pourri, mais je l'ai pas fait exprès celui-ci, donc ça va. La deuxième hypothèse serait un complot entre le capitaine Briggs et Morehouse. En réalité, le capitaine Briggs aurait fait exprès de s'échapper de ce bateau avec tout l'équipage, de manière à laisser Morehouse le ramener à bon port. Pourquoi? Simplement pour pouvoir se partager la récompense en 2 ou en 3 si Winchester est impliqué. Le seul problème à ça, c'est qu'il se base sur la seule éventualité qu'il y ait un lien d'amitié entre les deux. Visiblement, même s'il y avait un lien entre les deux, et qu'ils avaient bien dîné ensemble, ce seraient pas non plus les meilleurs amis du monde. D'autant plus que, certes, la récompense est intéressante, mais beaucoup moins que si le capitaine Briggs l'aurait ramené lui-même à bon port jusqu'à la fin. Donc, c'est une hypothèse, certes qui peut se valoir, mais qui paraît quand même un peu incohérente sur les bords. D'autant que réellement, tout le monde dément cette théorie. Voilà, personne n'avoue ça. Que ce soit Winchester qui lui dit non, non, absolument pas, c'est mon bateau, j'avais aucune raison de faire ça, surtout de lui infliger des dégâts au fait qu'il navigue seul dans les océans et prendre le risque que n'importe qui puisse le voler. Et puis le capitaine Morehouse, surtout, est absolument pas d'accord. Il explique qu'il a mis sa vie en danger pour ramener ce bateau, et celle de ses hommes, et qu'il n'en est en aucun cas un complot quelque part, que pour lui ça ne l'intéresse pas, de base il avait déjà une mission bien rémunérée avec son propre bateau, pas besoin du coup d'avoir ce deuxième bateau à ramener. Bon, il y a une autre hypothèse qui voit le jour plutôt dans nos années à nous, c'est-à-dire années 2000 passées. Une reconstitution serait faite et expliquerait que des émanations venant des tonneaux pourraient créer une sorte de mini-explosion au sein du bateau. Au départ on y avait réfléchi à ça, on avait dit non c'est pas possible, tout le bateau aurait pris feu logiquement. Sauf que d'après les reconstitutions actuelles, avec le même bois que le bateau, etc., on se rend compte que non. Ça aurait très bien pu émaner, faire une sorte d'explosion, faire jaillir même une flamme de la cale, sans pour autant prendre feu. Ce qui pourrait donc expliquer que tout le monde soit parti du bateau, en le laissant complètement abandonné, et aille dans le canot de sauvetage. Mais attendez, parce que ça je vous en ai pas encore parlé. Parce que oui, il va manquer le canot de sauvetage. Et un deuxième élément dont je vous ai pas parlé est très important. Les hommes de Morehouse, quand ils montent à bord du bateau, remarquent qu'il y a une corde qui aurait cédé, une sorte de très très grosse corde qui aurait cédé à un moment ou à un autre, qui aurait notamment pu tenir un canot de sauvetage. L'explication logique que l'on ait aujourd'hui, ce serait d'imaginer qu'ils soient tous montés dans le canot de sauvetage, suite aux émanations de gaz, ou alors suite à l'observation d'une flamme, se disant, voilà, si le bateau explose, on ne va pas être dessus. Ils auraient donc attaché le canot de sauvetage
au bateau, histoire de pas dériver, et ils seraient tous montés à l'intérieur, en disant bon voilà, on laisse tout ça s'aérer un petit peu, et puis une fois que c'est passé, on peut remonter dedans. Et là, la corde aurait cédé, les amenant du coup à voguer en pleine mer, à leurs propres moyens, et malheureusement à une mort certaine. Voilà, en fait j'ai pas plus d'éléments. Je sais pas quoi vous dire de plus concernant cette histoire. On n'a aucune théorie qui est aujourd'hui validée. On n'a aucune théorie aujourd'hui qui nous paraît réelle. Pour le coup, là je vous raconte réellement un mythe et une légende qui n'aura jamais de réponse certainement. On peut pas expliquer ce qui s'est passé. Ils n'ont jamais été retrouvés. Ni leur corps, ni le canot de sauvetage, ni quoi que ce soit attestant qu'ils aient un jour dérivé en mer. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont abandonné leur navire, de façon assez rapide, sans même préparer d'affaires, et par contre on comprend pas pourquoi. Et je pense qu'on ne comprendra jamais. Je suis un peu ému, parce que cette histoire elle me rappelle vachement mon enfance en fait. Alors attention, c'est pas que j'ai eu une enfance malheureuse, non, mais c'est que ça me fait vraiment penser à des mythes légendaires qu'on entend dans l'enfance, notamment avec le Hollandais volant dans Pirates des Caraïbes, etc. Et ouais, c'est une histoire qui m'émeut parce que je la trouve folle, je la trouve juste dingue, et pour moi c'est un vrai mythe, c'est une vraie légende qui aujourd'hui encore ne trouve pas d'explication. Bah écoutez, j'aimerais bien avoir votre avis quand même, j'aimerais bien savoir ce que vous pouvez penser de cette histoire, si vous avez d'autres éléments ou pas à m'apporter, si vous avez d'autres liens sources qui pourraient notamment me permettre d'enrichir un petit peu mes connaissances, voire même potentiellement de faire un tome 2 un jour s'il y a suffisamment d'éléments. Mais en tout cas, si vous ne connaissez pas cette histoire, je suis très heureux de vous l'avoir partagée. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, la partager, la commenter. Ça me donne une force mais immense. Vous pouvez même pas imaginer à quel point c'est plaisant en tant que créateur de voir tout ça. Et puis surtout, voilà, j'espère quand même que cette histoire vous aura plu parce que moi, elle m'a passionné à écrire et à faire cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pendant la vidéo. Ciao tout le monde, bye.